Le claquement cinglant d'un mensonge résonna plus fort que le fracas du verre de vin. Pour Hélène Renaud, debout dans la salle à manger opulente de la cuillère dorée, ce fut le son de sa vie qui touchait le fond. Renvoyée, humiliée et faussement accusée de vol. Elle fut jetée dans les rues froides de la ville avec pour seul bien un loyer en retard d'1 mois et le pendentif en argent usé autour de son cou, son unique lien avec un passé qu'elle n'avait jamais connu. Elle serra le métal familier, une petite rose des vents complexes, ignorant que sa disgrâce publique avait été observée depuis un coin sombre. Elle n'avait aucune idée que le milliardaire le plus puissant et énigmatique de la ville, un homme hanté par son propre passé tragique, était sur le point de voir ce même pendentif, et de sentir son monde entier s'arrêter net. L'air à la cuillère dorée était chargé de l'odeur de l'argent et du canard rôti. C'était une symphonie de verres qui tintent, de conversations feutrées mais importantes, et du frottement subtil de l'argenterie sur la porcelaine. Pour les clients, c'était une soirée de luxe. Pour Hélène Renaud, c'était 6 heures de plus sur ses pieds endoloris, à jongler entre un sourire fragile et de lourds plateaux. Hélène n'était pas naïve. Elle connaissait sa place dans cet écosystème. Elle était un fantôme dans un uniforme noir impeccable, là pour faciliter le luxe, pas pour y prendre part. À 24 ans, sa vie avait été une série d'adresses temporaires et de liens éphémères, une conséquence de son enfance passée dans le tourbillon impitoyable des foyers d'accueil. Elle n'avait pas d'album de famille, pas de maison d'enfance à revisiter. Tout ce qu'elle possédait, c'était une éthique de travail féroce, une résilience tranquille et ce pendentif en argent. Il était avec elle lorsqu'on l'avait trouvée, toute petite, un indice métallique silencieux sur une histoire d'origine qu'elle avait passé d'innombrables nuits à essayer d'imaginer. Le pendentif, une rose des vents détaillée avec un minuscule éclat de saphir à la pointe nord, était son ancre dans une vie qui lui avait toujours semblé à la dérive. Et ce soir, son ancre lui paraissait particulièrement lourde, un poids qui tirait non seulement sur sa nuque, mais aussi sur son âme. Sa section comprenait la table 7, occupée par la redoutable Madame Delacroix et ses 2 compagnons silencieux et renfrognés. Béatrice Delacroix était une femme sculptée dans la désapprobation, son visage un masque de suffisance pincé, ses doigts lourds de diamants qui captaient la lumière et semblaient se moquer de l'humble environnement de quiconque gagnait un salaire horaire. Serveuse, avait-elle claqué plutôt sans même la regarder. Encore de l'eau, sans glaçons cette fois. Pensez-vous que j'apprécie le bruit de la glace qui fond? C'est une distraction. Hélène avait simplement souri, son sourire poli et entraîné. Bien sûr, madame, tout de suite. Elle avait appris à absorber ces petites humiliations comme une éponge, sachant que sa tranquillité d'esprit, et son emploi, dépendaient de sa capacité à devenir invisible, à anticiper les désirs avant qu'ils ne soient exprimés et à effacer toute trace de sa propre personne. C'était un exercice d'effacement de soi qu'elle maîtrisait à la perfection. Le véritable problème commença avec le vin. Il s'agissait d'une bouteille de Château Margaux qui coûtait plus que le loyer mensuel d'Hélène. Madame Delacroix avait fait tout un spectacle de le renifler, de le faire tourner dans son verre et finalement de donner un signe de tête approbateur et réticent. Hélène versa le premier verre avec la main stable d'une professionnelle aguerrie, son souffle suspendu, chaque goutte un joyau liquide qu'elle ne pouvait se permettre de renverser. C'est au moment où elle s'apprêtait à remplir le second verre que l'incident se produisit. L'un des compagnons de Madame Delacroix, un homme à l'expression ennuyée, gesticula largement en racontant une histoire, son bras heurtant de plein fouet celui d'Hélène. La bottle bascula. Une cascade de liquide pourpre, un raz-de-marée de 1000 euros, déferla sur la nappe blanche immaculée, éclaboussant le corsage de la blouse en soie crème de Madame Delacroix. Un hoquet collectif fit taire les tables environnantes. Madame Delacroix se leva d'un bond, un air d'horreur théâtrale sur le visage. Maladroite! Regardez ce que vous avez fait. Cette blouse est fichue. C'est de la haute couture. Je suis terriblement désolé, madame, commença Hélène, son cœur battant la chamade contre ses côtes. C'est la faute de votre invité, il. Mon invité? Vous osez blâmer mon invité pour votre incompétence? La voix de Madame Delacroix monta jusqu'à un crescendo strident, attirant tous les regards du restaurant. Vous êtes négligente. C'est précisément le genre de service auquel on s'attend dans les endroits qui engagent la racaille. Le directeur du restaurant, Monsieur Bernard, un homme dont la colonne vertébrale était faite de gelée et dont la principale compétence était d'apaiser les riches, se précipita. Il était petit et dégarni, et il transpirait déjà. À Madame Delacroix, mes plus profondes excuses. Est-ce que tout va bien? Demanda-t-il, ignorant complètement Hélène. Non, tout ne va pas bien, Jonathan, cracha-t-elle, utilisant son prénom pour affirmer sa domination. Votre serveuse a ruiné ma soirée et ma tenue. J'attends du restaurant qu'il me dédommage intégralement. Bien sûr, apaisa Bernard. Le repas est offert par la maison, et nous couvrirons, bien entendu,
le coup de la blouse. Nous nous occuperons de tout. Hélène resta figée, humiliée. Elle savait que ce n'était pas sa faute, mais elle savait aussi que dans ce monde, la vérité était une monnaie qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle commença à ramasser discrètement les serviettes souillées, son visage brûlant de honte. C'est alors que les yeux de Madame Delacroix se plissèrent. Elle laissa échapper un petit cri aigu, sa main volant à son cou, puis à son poignet, puis à ses doigts. « Ma bague » murmura-t-elle, sa voix soudainement empreinte d'une nouvelle accusation, plus venimeuse. « Mon Dieu, ma bague en diamant. » Elle a disparu. La panique éclata. Les compagnons de la femme commencèrent à regarder sous la table. Le visage de M. Bernard passa de pâle à blanc fantomatique. « Ma bague de fiançailles en saphir », précisa Madame Delacroix, son regard se fixant sur Hélène, un héritage familial. Elle était à mon doigt il y a un instant. Pendant l'agitation. Elle pointa un doigt accusateur et tremblant vers Hélène. « Vous m'avez bousculé. Vous étiez près de moi. Vous avez dû la prendre. » L'accusation flottait dans l'air, épaisse et empoisonnée. C'était absurde. C'était impossible. Mais la certitude dans la voix de Madame Delacroix était glaçante. « Madame, je ne ferai jamais ça, » dit Hélène, sa propre voix tremblant maintenant, non de peur, mais d'une vague montante d'indignation. « Je ne vous ai pas touché, et je n'ai certainement rien volé. »« Fouillez-la » exigea Madame Delacroix, sa voix résonnant d'autorité. Monsieur Bernard se tourna vers Hélène, son expression un mélange de panique et de résolution sinistre. « Helene vidas vos poches. »« À Monsieur Bernard, c'est de la folie, » plaida Hélène, ses yeux balayant la mer de visages accusateurs. « Je travaille ici depuis 2 ans. Vous me connaissez. Vidas vos poches. Maintenant. » Sa voix était froide, définitive. Avec des mains tremblantes, Hélène sortit le contenu des poches de son tablier, un carnet, un stylo, quelques euros froissés de pourboire et un tube de baume à lèvres. Rien d'autre. Vous voyez, dit-elle, la voix brisée. Il n'y a rien. Madame Delacroix ricana. Elle l'a évidemment caché ailleurs. Peut-être dans son casier, ou peut-être l'a-t-elle fait glisser pendant le chaos. Je veux qu'on appelle la police. Je veux qu'elle soit arrêtée. Ce fut le point de rupture pour Bernard. Le mot « police », dans son établissement impeccablement organisé, était un cauchemar. Il devait mettre fin à cela. Et il n'y avait qu'une seule façon de le faire sans impliquer une scène avec les forces de l'ordre. Il devait offrir un sacrifice. Il se tourna vers Hélène, ses yeux vides de toute sympathie. « Hélène Renaud, vous avez causé une perturbation majeure, endommagé la propriété d'une cliente, et vous êtes maintenant accusée de vol. Nous avons une politique de tolérance zéro. Vous êtes renvoyé. Prenez vos affaires dans votre casier et quittez les lieux immédiatement. » Les mots la frappèrent comme un coup physique. Renvoyé. Mais je n'ai rien fait. Ma décision est finale. Sortez, siffla-t-il, son visage à quelques centimètres du sien. N'aggravez pas les choses pour vous-même. Des larmes piquèrent les yeux d'Hélène, chaude et furieuse. Elle regarda le visage lâche de Bernard, puis le sourire triomphant de Madame Delacroix. Il n'y avait pas de justice ici. Il n'y avait que le pouvoir et l'argent, et elle n'avait ni l'un ni l'autre. Ravalant la bile de l'injustice, elle tourna les talons sans un mot de plus. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de la voir s'effondrer complètement. Elle parcourut le long et solitaire chemin vers les vestiaires du personnel, les regards des clients lui piquant le dos comme de minuscules aiguilles. Elle vida son casier, une collection pathétique d'un pull usé, d'un livre de poche écorné et d'une paire de chaussures confortables de rechange. Alors qu'elle enfilait son mince manteau, ses doigts se posèrent instinctivement sur le métal froid de son pendentif. Elle le serra, la forme familière de la rose des vents, un petit réconfort solide dans un monde qui venait de se dissoudre sous ses pieds. Elle sortit par la porte de service de la ruelle, les bruits du restaurant s'estompant derrière elle. L'air froid de la nuit lui frappa le visage, et pour la première fois, elle laissa une seule larme tracer un chemin sur sa joue. Elle était sans emploi, faussement accusée et complètement seule. Elle resserra son manteau, la rose des vents en argent sa seule chaleur, et s'enfonça dans l'obscurité indifférente de la ville, sans jamais regarder en arrière. Dans une alcôve isolée au fond de la Cuillère Dorée, Sébastien Dubois sirotait un verre de whisky depuis 2 heures. Il méprisait les endroits comme celui-ci, la richesse performative, les conversations superficielles, mais ce restaurant, en cette nuit précise, était un rituel. C'était le 22e anniversaire du jour où son monde s'était fracturé, le jour où sa sœur de 6 ans, Anastasia, s'était perdue dans les vagues. Le restaurant occupait le même bâtiment qui abritait autrefois un petit bistrot familial que ses parents adoraient. C'était le dernier endroit où ils avaient mangé tous ensemble en famille avant le voyage funeste. Chaque année, Sébastien venait ici,
s'asseyait seul et laissait les fantômes de son passé s'asseoir avec lui. À 32 ans, Sébastien Dubois était un nom qui commandait le respect et inspirait la peur dans les salles de conseil du monde entier. Il avait bâti un empire de plusieurs milliards d'euros à partir de rien dans la technologie et le capital investissement. Son visage était connu des couvertures de magazines, son succès légendaire. Mais les costumes sur mesure impeccables et l'air de confiance inébranlable n'étaient qu'une armure protégeant un cœur de chagrin profond et non guéri. Il avait survécu à l'accident de bateau qui avait coûté la vie à ses parents et à sa sœur. On l'avait retrouvé accroché à un débris. Mais Anastasia, la douce Anastasia aux yeux vifs, avait tout simplement disparu. Présumé noyé. Son corps n'avait jamais été retrouvé. Il avait observé le drame à la table 7 avec un œil détaché et cynique. La femme gâtée et théâtrale, le directeur faible et complaisant, la jeune serveuse troublée. C'était une petite pièce fatigante qu'il avait vue sous 100 formes différentes. Il ressentit une lueur de pitié pour la fille, mais elle fut passagère. Le monde était un endroit injuste. Il avait appris cette leçon à l'âge de 10 ans. Lorsque le directeur renvoya la serveuse, Sébastien se contenta de prendre une lente gorgée de son whisky. C'était brutal, mais ce n'était pas ses affaires. Il était sur le point de demander l'addition, prêt à se retirer dans le silence stérile de son pentouse, lorsque la jeune femme passa devant son box. Elle essayait clairement de se contenir. Le menton haut, mais les yeux brillants de larmes non versées. Alors qu'elle passait, un commis de salle transportant une pile précaire d'assiettes fit une embardée pour éviter un autre serveur, la heurtant directement. Une petite et pathétique cascade d'objets tomba de son sac ouvert, un livre de poche, un tube de baume à lèvres, un jeu de clés. Elle laissa échapper un léger soupir de défaite et s'agenouilla pour les ramasser. Alors qu'elle se penchait, la simple chaîne autour de son cou se balança vers l'avant, et le pendentif qui avait été caché sous son uniforme apparut, captant la faible lumière ambiante. Pour Sébastien Dubois, le monde ne s'arrêta pas seulement. Il rembobina violemment, déchirant 22 ans de tissu cicatriciel en une seule seconde brutale. Ce n'était pas possible. Son esprit, habituellement une forteresse de logique et de risques calculés, devint un maelstrom d'émotions brutes et oubliées. Il ne regardait pas un bijou. Il regardait son passé. Il regardait un fantôme. Le pendentif. Une rose des vents en argent. Il en connaissait chaque détail sans même avoir à le voir de près. Il savait que les 4 points cardinaux étaient légèrement plus arrondis qu'un dessin traditionnel. Il savait que le E pourrait être stylisé pour ressembler à une vague, et il savait, avec une certitude qui lui coupa le souffle, que s'il le retournait, il trouverait 2 séries d'initiales gravées au dos, L et A. Laurent et Anastasia. Son père les avait fait faire sur mesure par un joaillier à Genève. Le sien était une lourde chevalière qu'il ne portait jamais. Le sien était ce délicat pendentif en argent qu'elle n'enlevait jamais. Son cœur, un muscle qu'il considérait depuis longtemps comme dormant, se mit à marteler contre ses côtes avec une force qui lui donna le vertige. Anastasia. La jeune femme, Hélène comme l'avait appelée le directeur, ramassa rapidement ses affaires, rentra le pendentif dans sa chemise et se redressa. Elle ne regarda pas dans sa direction. Elle continua simplement de marcher, les épaules voûtées, se dirigeant vers la sortie. « Attendez » croassa Sébastien, mais le mot était un étranger dans sa propre gorge, à peine un murmure. Il se poussa hors du box, ses jambes instables. Il jeta quelques billets de 100 € sur la table, son esprit courant plus vite qu'il ne l'avait jamais fait lors d'une prise de contrôle hostile. Il devait la rejoindre. Il devait voir ce pendentif de plus près. Il devait savoir. Il traversa le restaurant d'un pas rapide, ignorant les regards curieux. Il atteignit la porte d'entrée et la poussa, l'air frais de la nuit un choc pour son système. Il balaya la rue du regard. Il la vit, une petite silhouette solitaire déjà à mi-chemin du pâté de maison, sur le point de tourner un coin. Et, attendez, cria-t-il, sa voix plus forte cette fois, résonnant dans la rue calme. Soit elle ne l'entendit pas, soit elle choisit de l'ignorer. En quelques secondes, elle tourna le coin et disparut. Sébastien resta sur le trottoir, le frisson fantôme de l'Atlantique en 1999 picotant sa peau. Les lumières de la ville se brouillèrent autour de lui. Le bruit, les gens, le monde entier s'estompèrent en un bourdonnement insignifiant. Tout ce qui existait était l'image impossible gravée dans son esprit, le pendentif de sa sœur perdue autour du cou d'une serveuse renvoyée. Il n'était pas un homme qui croyait au miracle. Il croyait aux faits, aux données et aux preuves tangibles. Mais ce qu'il venait de voir défiait toute logique. C'était une chance sur 1 milliard. C'était impossible, et pourtant, il l'avait vu. Un sentiment nouveau et inconnu commença à couver au fond de son estomac, déplaçant le chagrin froid qui y vivait depuis 2 décennies. C'était un feu féroce, désespéré et totalement dévorant. C'était l'espoir. Il se retourna et retourna dans le restaurant,
son expression maintenant celle d'une détermination sinistre et inébranlable. Les clients s'écartèrent devant lui comme la mer. Il marcha droit vers M. Bernard, qui était encore en train de s'aplatir devant une Madame Delacroix légèrement calmée. La présence de Sébastien fut comme une chute soudaine de la pression barométrique. Bernard leva les yeux, ses pupilles se dilatant en reconnaissant le milliardaire le plus redoutable de la ville. « Monsieur Dubois, balbutia-t-il, c'est un honneur de vous avoir ce soir. J'espère que tout a été à votre satisfaction. » Sébastien ignora les politesses. Sa voix était basse, froide et portait une menace indubitable. « À la serveuse que vous venez de renvoyer. Hélène Renaud. Je veux son dossier. Je veux son adresse, son numéro de téléphone, chaque information que vous avez sur elle. Vous avez 60 secondes. » Le sourire servile de M. Bernard se dissolut en un masque de pure terreur. Sébastien Dubois n'était pas un homme que l'on contrariait. Les légendes sur son impitoyabilité en affaires étaient murmurées dans tous les coins du monde financier. Avoir cette concentration froide et prédatrice dirigée contre lui pour une serveuse licenciée était un cauchemar qu'il n'aurait pas pu imaginer. Son dossier, Monsieur Dubois, les dossiers du personnel sont confidentiels, commença faiblement Bernard, son instinct de conservation luttant contre la politique de l'entreprise. Sébastien n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Il se pencha simplement légèrement, ses yeux gris comme des éclats de granit. La confidentialité est un privilège que vous ne pouvez plus vous permettre. Vous avez un restaurant à gérer. Une inspection d'hygiène et de sécurité est prévue pour 8 heures demain matin. Un audit financier complet des dossiers fiscaux de votre société mère peut être initié avec un seul appel téléphonique. Je peux faire fermer cet établissement avant que vous n'ayez bu votre café du matin. Maintenant, je vais vous le demander une dernière fois. Où est son dossier? Des perles de sueur apparurent sur le front de Bernard. Il déglutit difficilement. Tout de suite, Monsieur Dubois. Par ici. Il sprinta presque jusqu'à son bureau exigu à l'arrière, cherchant à tâtons la clé d'un classeur. Il en sortit un mince dossier en manille étiqueté, Renaud, Hélène, et le tendit à Sébastien d'une main tremblante. Sébastien le lui arracha et l'ouvrit. Les informations étaient rares. Une adresse dans un quartier délabré de l'autre côté de la ville, un numéro de téléphone portable et un numéro de sécurité sociale. Pas de proches parents. Pas de contact d'urgence. C'était le dossier d'une personne totalement seule au monde, tout comme le serait Anastasia. Il sortit son téléphone et prit une photo de la seule page. Il regarda ensuite les deux personnes toujours à la table 7. Madame Delacroix le regardait avec un mélange d'admiration et de peur. « Quant à vous, dit Sébastien, sa voix dégoulinant de glace. Votre repas n'est plus offert. Vous paierez pour le vin que vous avez intentionnellement fait renverser. Et si j'entends dire que vous fréquentez un établissement dans lequel j'ai des parts, ce qui est plus que vous ne pouvez l'imaginer, vous serez expulsé. Suis-je clair? » Madame Delacroix, qui avait terrorisé un directeur quelques instants auparavant, ne put cocher la tête, le visage pâle et la bouche bée. Sébastien se retourna et partit sans un mot de plus. Dès qu'il fut à l'intérieur de sa berline avec chauffeur, l'armure du milliardaire au cœur froid tomba, remplacée par l'urgence brute d'un frère qui venait peut-être de trouver un fantôme. « Marc, dit-il dans son téléphone, la voix tendue. Changement de plan. Je t'envoie une photo, un nom, Hélène Renaud, et une adresse. Je veux que tu la trouves. Maintenant. Sois discret. Je ne veux pas l'effrayer. Contente-toi de la repérer. Confirme qu'elle est là. C'est tout. » Marc, sans lien de parenté mais lié par une décennie de loyauté et un passé commun dans l'armée, était le chef de la sécurité de Sébastien et son seul véritable confident. Sa voix revint, calme et stable. « Compris. J'y vais. » Pendant que Marc se mobilisait, Hélène vivait la plus longue nuit de sa vie. Elle avait pris le bus pour retourner à son petit appartement sordide, l'injustice de la soirée lui retournant l'estomac. L'accusation de vol était ce qui faisait le plus mal. Toute sa vie, elle s'était targuée de son intégrité. C'était la seule chose qu'elle possédait, la seule chose qu'elle s'était construite, et en un instant, elle lui avait été arrachée par le caprice d'une femme riche. Elle s'assit sur le bord de son matelas grumeleux, la seule fenêtre donnant sur un mur de briques. L'avis d'expulsion scotché à sa porte semblait se moquer d'elle. Elle avait compté sur son prochain salaire pour supplier son propriétaire de lui accorder une semaine de plus. Maintenant, c'était parti. La panique commença à s'installer, froide et aiguë. Que allait-elle faire? Où irait-elle? Ses doigts, comme toujours en période de stress, trouvèrent le pendentif. Elle le sortit et le regarda. La rose des vents en argent, un guide sans vrai nord à offrir. Au dos, elle traça les gravures élégantes et familières qu'elle avait mémorisées enfant. Atastraper aspera. Elle avait cherché la signification une fois,
à travers les épreuves, jusqu'aux étoiles. En dessous se trouvaient les initiales L et A. Qui étaient L et A? Ses parents? Un frère ou une sœur? Les questions étaient une douleur sourde et constante dans son cœur. Ce soir, la douleur était plus vive que jamais. Le pendentif ressemblait moins à un réconfort qu'à une blague cruelle, un vestige d'une vie et d'une famille qui lui avaient été refusées. Pendant un instant fugace et désespéré, elle se demanda ce qu'il pouvait valoir. Pourrait-elle le mettre au clou? La pensée lui parut une trahison, la rupture de son seul lien avec sa propre histoire. Elle chassa cette pensée, dégoûtée d'elle-même. 1 heure plus tard, Mark arriva à l'immeuble délabré. C'était un homme grand et imposant qui se déplaçait avec une efficacité silencieuse qui le faisait se fondre dans le décor. Il n'approcha pas de la porte. Au lieu de cela, il parla au concierge mécontent de l'immeuble, un billet de 50 € rendant l'homme remarquablement serviable. « Ouais, la fille du 3B, Hélène, » dit le concierge en empochant l'argent. « Elle a reçu un avis d'expulsion hier. Je l'ai vue faire ses valises cet après-midi. Elle a dit qu'elle restait chez une amie pour un temps, pour essayer de s'organiser. Aucune idée de qui ou d'où. L'amaquar de Mark et Sarah. A-t-elle laissé une adresse de suivi? Non. Les filles comme ça, elles n'ont pas d'adresse de suivi. Elles disparaissent, c'est tout. » Mark relaya l'information à Sébastien. La piste s'est refroidie à l'appartement, Seb. Elle est déjà partie. Le propriétaire n'a aucune idée d'où elle est. Sébastien faisait les 100 pas dans son vaste pentouse minimaliste. Les lumières de la ville scintillaient en bas comme une galaxie d'étoiles indifférentes. La frustration, une émotion rare pour lui, montait. Disparaître. Les gens ne disparaissent pas comme ça. Trouve-la, Mark. Utilise toutes les ressources nécessaires. Activité de carte de crédit, localisation de téléphone, réseaux sociaux, dossier de la préfecture. Je veux savoir où elle a acheté son dernier café. Je veux savoir où elle est. J'y suis, répondit Mark. Mais une fille sans crédit, un téléphone prépayé et pas de voiture, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Alors achète la botte de foin, ordonna Sébastien, la voix tendue, et brûle-la jusqu'à ce que tu trouves l'aiguille. Il raccrocha et regarda par la fenêtre. Pendant 22 ans, il avait accepté qu'Anastasia soit partie. Il avait construit une vie, un empire, sur les fondations de cette perte. Maintenant, un simple aperçu d'un pendentif en argent avait fait voler en éclats ses fondations. Si c'était elle, si elle avait été en vie tout ce temps, menant une vie de pauvreté et de lutte alors qu'il vivait dans un luxe inimaginable, la pensée était un couteau dans son âme. La recherche était lancée. Sébastien Dubois, un homme qui pouvait localiser n'importe quel actif, suivre n'importe quelle action et découvrir n'importe quel secret d'entreprise, chassait maintenant une femme seule dans une ville de millions d'habitants. Et alors que les heures se transformaient en jours, l'aiguille restait obstinément, douloureusement perdue dans la botte de foin. Hélène Renaud, semblait-il, s'était volatilisée sans laisser de traces. 3 jours passèrent. 3 jours de silence exaspérant et de pistes sans issue. L'équipe de Mark, la meilleure que l'argent puisse acheter, ne trouva rien. Hélène Renaud payait tout en espèces. Son téléphone était un modèle prépayé bon marché qu'elle avait cessé d'utiliser la nuit de son licenciement. Elle n'avait aucune présence sur les réseaux sociaux, pas de permis de conduire, pas d'historique de crédit digne de ce nom. C'était un fantôme, naviguant avec expertise dans les fissures d'une société construite sur les empreintes numériques. Sébastien devenait plus instable à chaque heure qui passait. Son empire commercial, habituellement sa seule préoccupation, était négligé. Des contrats de plusieurs millions d'euros restaient en suspens. Son personnel marchait sur la pointe des pieds autour de lui, terrifié par la fureur silencieuse qui émanait de son bureau. Il était un prédateur privé de sa proie, et sa frustration commençait à se transformer en désespoir. S'était-il trompé? Avait-il imaginé la scène? Était-ce juste un pendentif similaire, une coïncidence cruelle qu'il avait lancée dans cette folle course-poursuite? Il ne pouvait l'accepter. Sa mémoire était eidétique. Il savait ce qu'il avait vu. Le 4e jour, arpentant son bureau comme un fauve en cage, il s'arrêta. Il réfléchissait comme un milliardaire, en utilisant la technologie et l'argent. Il devait réfléchir à la source, au restaurant, à l'incident lui-même. « Mark, dit-il, appelant son chef de la sécurité. Arrête de chercher Hélène pour le moment. Je veux que tu changes de cible. Je veux tout savoir sur la femme de la table 7. Béatrice Delacroix. »« La client, demanda Mark surpris. Celle qui a accusé Hélène de vol. Creuse sur elle, ses finances, son mari, sa vie sociale. Je veux savoir ce qu'elle a mangé au petit déjeuner. Je veux un levier. » La voix de Sébastien était sinistre. Il sentait que quelque chose clochait dans cette histoire, quelque chose de trop théâtral dans son indignation.
Il fallut moins de 24 heures à Marc pour démanteler la façade soigneusement construite des Delacroix. Ce qu'il trouva était de la dynamite. Le mari de Béatrice, Richard Delacroix, était au bord d'une faillite catastrophique. Son entreprise d'import-export perdait de l'argent à flot et ils étaient endettés jusqu'au cou. Les vêtements de haute couture, le vin cher, les diamants Tapac sans grave-l'œil, tout cela n'était qu'une mascarade. Ils étaient ruinés et désespérés. La bague qu'elle prétendait voler, rapporta Marc à Sébastien par téléphone, l'héritage en saphir. Elle a mis la vraie au clou il y a 6 mois lors d'une vente privée pour couvrir une dette de jeu. Celle qu'elle portait ce soir-là était une très bonne réplique en zircon cubique, valant peut-être 500 €. Sébastien resta parfaitement immobile, les pièces s'emboîtant avec une clarté froide et brutale. C'était une arnaque. On dirait bien, confirma Marc. Mon analyste pense qu'elle prévoyait de provoquer une scène et de faire pression sur l'assurance du restaurant pour un règlement massif pour l'héritage volé. Le vin renversé lui a donné l'occasion parfaite. La serveuse n'était qu'un bouc émissaire pratique. Une rage noire et glaciale, plus pure que tout ce qu'il avait jamais ressenti, s'installa en Sébastien. Hélène n'avait pas seulement été renvoyée. On l'avait piégée, sa vie ruinée pour faciliter une arnaque à l'assurance bon marché. Organise une réunion avec Madame Delacroix, ordonna Sébastien. Ici, dans mon bureau. Maintenant. Pendant ce temps, la situation d'Hélène était passée de difficile à désespérée. L'amie chez qui elle logeait, une autre serveuse nommée Sophie, avait ses propres problèmes et ne pouvait pas l'héberger longtemps. Hélène avait passé des jours à battre le pavé à la recherche de n'importe quel travail au restaurant, café, bar, mais l'histoire de la cuillère dorée semblait la suivre. Un appel téléphonique discret d'un monsieur Bernard, concerné, à quelques collègues de l'industrie avait suffi à la blacklister officieusement. Personne ne voulait embaucher une voleuse présumée. Son argent était épuisé. Il ne lui restait que quelques euros, et la douleur lancinante dans son estomac était un rappel constant de son échec. Ce soir-là, assise dans la petite cuisine de Sophie, elle prit une décision qui lui sembla être comme si on lui arrachait un morceau de son âme. Elle devait vendre le pendentif. Le cœur lourd, elle trouva un prêteur sur gage miteux et poussiéreux dans un quartier de la ville qu'elle évitait habituellement. Le prêteur sur gage, un homme aux cheveux gras et aux yeux méfiants, examina la rose des vents à la loupe de bijoutier. « C'est de l'argent. Ça ne vaut pas grand-chose, grogna-t-il. Je vous en donne 50 €. 50. Looker dit Helene S. Sarah. Mais la facture est si détaillée. Et la petite pierre. La pierre, c'est un éclat de saphir, peut-être. Trop petit pour avoir de l'importance. La valeur ici n'est pas le matériau, c'est la fabrication. C'est du sur-mesure. Haut de gamme, probablement d'Europe. Genève peut-être, à en juger par le style du fermoir. Il la regarda, ses yeux se plissant. Où une fille comme vous a-t-elle trouvé quelque chose comme ça? C'est à moi, dit Hélène sur la défensive, sa main planant au-dessus du bijou. C'est tout ce que j'ai de ma famille. C'est ça. Écoutez, 50 €. À prendre ou à laisser, dit-il, déjà désintéressé. Hélène hésita. Genève. Le mot résonna dans son esprit, un endroit qu'elle n'avait vu que dans les films. C'était le premier véritable indice sur son passé qu'elle ait jamais eu. Soudain, le vendre lui parut encore plus impossible. Non, dit-elle en reprenant le pendentif. Je suis désolée, je ne peux pas. Elle quitta la boutique, le cœur lourd, mais résolue. Elle mourait de faim avant de le vendre. Ce seul mot, Genève, avait ravivé une minuscule braise d'espoir. À ce moment précis, à 3 kilomètres de là, Béatrice Delacroix était introduite dans le bureau du Pantouse de Sébastien Dubois. La pièce était plus grande que tout son appartement, avec une baie vitrée offrant une vue divine sur la ville. Sébastien était assis derrière un immense bureau en obsidienne, ne parlant pas, se contentant de l'observer. Marc se tenait près de la porte, une sentinelle immuable. « Monsieur Dubois », commença Béatrice, essayant de projeter un air de sophistication confuse. « On m'a dit que vous souhaitiez me voir. Je ne suis pas sûr de savoir pourquoi je... » « Asseyez-vous, ordonna-t-il. L.S. Il laissa le silence s'étirer. Une tactique qu'il utilisait pour démanteler même les cadres les plus endurcis. Finalement, il fit glisser une seule feuille de papier sur le bureau. C'était une copie du reçu du prêteur sur gage pour sa véritable bague en saphir. Le visage de Béatrice devint blanc. Tout le sang s'en retira, laissant derrière lui une coquille cireuse et terrifiée. « Votre arnaque était pathétique, dit Sébastien, sa voix calme mais mortelle. Vous et votre mari êtes en faillite. Vous avez mis en scène tout l'incident au restaurant pour escroquer leur compagnie d'assurance. Et ce faisant, vous avez détruit la vie d'une jeune femme innocente pour ce qui aurait été une somme dérisoire. Je ne sais pas de quoi vous parlez, balbutia-t-elle,
les yeux écarquillés de panique. « Ne me mentez pas, claqua-t-il, sa voix cinglant comme un fouet. J'ai le pouvoir non seulement de vous exposer, mais de financer personnellement les poursuites contre vous. Vous serez accusé de fraude, de parjure et de complot. Les actifs commerciaux restants de votre mari seront gelés. Vous perdrez tout. Vous irez en prison. Ou, il marqua une pause, laissant l'alternative flotter dans l'air. Vous pouvez m'aider. » Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Béatrice, emportant les derniers vestiges de son sang-froid. « Vous aider? Comment? Que voulez-vous? » « Je veux trouver Hélène Renaud, dit-il. Vous avez une dette envers elle. Une dette que vous ne pourrez jamais rembourser. Mais vous commencerez par m'aider à la trouver. Vous allez vous creuser la cervelle pour chaque détail de cette nuit. A-t-elle dit quelque chose? Mentionné quelqu'un, un endroit où elle allait, n'importe quoi? Béatrice, sanglotant maintenant de manière incontrôlable, essaya de réfléchir. Non, Rain. Elle est juste partie. Elle était si silencieuse. Puis une lueur de mémoire. Attendez. Le commis de salle, celui qui l'a bousculé. Il l'a aidé à ramasser ses affaires. Il a peut-être vu quelque chose, entendu quelque chose. C'était une petite piste, mais c'était plus que ce qu'ils avaient eu depuis des jours. Mark ordonne à Sebastian, retourne au restaurant. Trouve le commis de salle. Prends sa déposition. Maintenant. Alors que Mark partait, Sébastien regarda la femme brisée devant lui. Il ne ressentait aucune pitié, seulement un besoin brûlant de réparer le tort catastrophique qu'elle avait mis en mouvement. Il était plus proche que jamais, et il ne laisserait pas la piste se refroidir à nouveau. Le commis de salle, un jeune étudiant nommé Léo, se révéla être une mine d'informations. Terrifié mais désireux d'aider, surtout après que Mark lui eut expliqué la situation et offert une récompense généreuse pour son temps, il raconta sa brève interaction avec Hélène. Elle était vraiment bouleversée, dit Léo en se tordant les mains. Quand ses affaires sont tombées, je l'ai aidé à les ramasser. J'ai vu son collier. C'était cool, comme une vieille boussole. Elle se parlait à elle-même, murmurant quelque chose comme quoi le canapé de Sophie ne durerait pas éternellement et qu'elle devait trouver un travail avant de finir au foyer. Foyer, pressa Mark. A-t-elle dit lequel? Oui, je crois. Celui sur la rue Westmulan. Le refuge de l'espoir, pour les femmes. Ma tante y fait du bénévolat parfois. Je crois qu'Hélène a dit qu'elle y avait séjourné il y a des années, juste après être sortie du système. C'était la percée dont ils avaient besoin. Marc relaya l'information à Sébastien instantanément. Le refuge de l'espoir. C'est une forte possibilité, Seb. Ça colle. J'y vais moi-même, dit Sébastien, la voix chargée d'émotion. Il attrapa ses clés de voiture, renonçant à son chauffeur. Ce n'était pas une tâche qu'il pouvait déléguer. C'était un voyage qu'il devait faire seul. I'll traverse la ville, les jointures blanches sur le volant. Son esprit était un tourbillon d'espoir et de terreur. Et si c'était elle? Que dirait-il? Comment se présente-t-on à une sœur qui se croit orpheline? Et si elle le détestait pour la vie qu'il avait eue, la vie qui lui avait été refusée? Et si, après tout cela, ce n'était pas elle? Et si ce n'était qu'une dernière et cruelle ironie du sort? Il se gara à un pâté de maison du refuge de l'espoir, un modeste mais propre bâtiment en briques. Il resta assis dans sa voiture pendant 5 bonnes minutes, se reprenant, son cœur menaçant de s'échapper de sa poitrine. Il sortit finalement et se dirigea vers l'entrée, un homme qui commandait les marchés mondiaux se sentant aussi vulnérable qu'un enfant perdu. À l'intérieur, le refuge était calme et sentait l'antiseptique et la soupe chaude. Une femme au visage bienveillant à la réception leva les yeux. « Puis-je vous aider, monsieur ?»« Je cherche quelqu'un, » dit Sébastien, la voix plus rauque que d'habitude. Son nom est Hélène Renaud. On m'a dit qu'elle pourrait être ici. L'expression de la femme était méfiante. Nous ne donnons pas d'informations sur nos résidentes. S'il vous plaît, insista Sébastien, se penchant en avant, son désespoir l'emportant sur son commandement habituel. C'est une affaire de famille. C'est urgent. Une question de vie ou de mort. La femme étudia son visage, voyant au-delà du costume coûteux l'angoisse brute dans ses yeux. Elle hésita, puis hocha lentement la tête. Elle s'est enregistrée il y a 1 heure. Chamber 204. Mais elle ne prévoit pas de rester. Elle rassemble juste ses dernières affaires entreposées ici. Elle quitte la ville ce soir. Elle quittait la ville. Il l'avait presque manqué. Il monta les escaliers 4 à 4. Le couloir était étroit, peint d'un jaune pâle et stérile. Il trouva la chambre 204. La porte était légèrement entr'ouverte. Il pouvait entendre de légers bruits de mouvement à l'intérieur. Il la poussa doucement. La chambre était minuscule, ne contenant qu'un lit à cadre métallique et une petite commode. Hélène lui tournait le dos, pliant un pull délavé dans un sac à dos usé sur le lit.
Elle semblait plus petite et plus fragile que dans son souvenir. Sa voix fut un murmure fantomatique. Helene. Elle se figea. Lentement, elle se retourna. Ses yeux s'écarquillèrent en le voyant, une lueur de confusion et de peur en eux. Elle ne le reconnut pas comme l'homme du restaurant. Elle vit juste un grand et imposant étranger en costume cher debout dans l'embrasure de la porte de sa chambre temporaire. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle en reculant d'un demi-pas. « Comment connaissez-vous mon nom ?»« Mon nom est Sébastien Dubois, » dit-il doucement, levant les mains dans un geste apaisant. « Je ne suis pas là pour vous faire du mal. J'étais au restaurant l'autre soir. J'ai vu ce qui s'est passé. C'était injuste. » Son expression se durcit. « Si vous êtes du restaurant, je n'ai rien à dire. Je pars. »« S'il vous plaît, juste une minute, » supplia-t-il, la voix brisée. Le son de sa propre vulnérabilité les surprit tous les deux. « Il ne s'agit pas du restaurant. Il s'agit de votre pendentif. Celui que vous portez. » Sa main vola vers sa poitrine, couvrant le pendentif de manière protectrice. « Qu'est-ce qu'il a? Puis-je le voir? S'il vous plaît. C'est plus important que vous ne pouvez l'imaginer. » Elle hésita, sa peur luttant contre une nouvelle curiosité. Il y avait une sincérité désespérée dans ses yeux qui était déconcertante mais convaincante. Lentement, prudemment, elle retira la chaîne de son cou et la lui tendit, en gardant ses distances. Il ne le lui prit pas. Il le regarda simplement, son regard intense. L'éclat de saphir, murmura-t-il plus pour lui-même que pour elle. À la pointe nord. Il leva les yeux vers elle, ses yeux brillants de larmes non versées. Puis-je voir le dos? Son cœur se mit à battre la chamade. Cet homme connaissait son pendentif. Avec des doigts tremblants, elle le retourna. Le souffle de Sébastien se coupa. Il vit l'écriture élégantée, familière qu'il avait tracée 1000 fois dans sa mémoire. Atastraper Aspera, et en dessous, les initiales qui avaient hanté ses rêves pendant 22 ans. Eléa, Laurent et Anastasia Dubois, dit-il, la voix épaisse d'un quart de siècle de deuil et d'un moment de joie impossible. Helene le fixa confuse. Qu'est-ce que vous avez dit? À mon nom, précisa-t-il, son regard fixé sur le sien. À mon nom de naissance est Laurent Dubois. Tout le monde m'appelle Sébastien maintenant. Le nom de mon père était Louis. Ma mère s'appelait Amélie. Mais ma petite sœur, le nom de ma sœur était Anastasia. Le monde sembla basculer sur son axe pour Hélène. Lauren E.T. Anastasia. Eléa. Les initiales sur son pendentif. Ce n'était pas possible. C'était le genre de rêverie, de fantasme qu'elle avait eu, enfant solitaire. Je ne comprends pas, murmura-t-elle, la tête lui tournant. Nous étions sur le bateau de nos parents, dit-il, l'histoire se déversant de lui maintenant. Il y a eu une tempête. Elle est arrivée de nulle part. Le bateau a chaviré. J'avais 10 ans. Toi, tu en avais 6. Je me souviens t'avoir tenu la main dans l'eau, mais une vague énorme, nous a séparés. Ils m'ont retrouvé des heures plus tard, accroché à des débris. Ils ne vous ont jamais retrouvé, ni nos parents. Tu as été déclarée perdue. Présumée morte. Il plongea la main dans son manteau et en sortit un lourd étui à cartes en platine. D'un compartiment caché, il fit glisser une vieille photo délavée. Elle était froissée et usée par des décennies de manipulation. Elle montrait un garçon souriant d'environ 10 ans, le bras autour d'une petite fille aux yeux vifs et au sourire édenté. Autour du cou de la petite fille, clairement visible, se trouvait le pendentif en argent à la rose des vents. Hélène regarda la photographie, puis le visage de Sébastien, et pour la première fois, elle le vit. La ressemblance n'était pas dans la mâchoire ou le nez, qui avaient été changés par l'âge et les épreuves, mais dans les yeux. Les mêmes yeux gris intenses que le garçon sur la photo. Ses yeux. Le sac à dos glissa de ses doigts engourdis et tomba sur le sol. La force quitta ses jambes et elle trébucha en arrière, atterrissant sur le bord du lit. Mon frère. Le mot semblait étranger sur sa langue. Anastasia, dit-il en se rapprochant, son visage un portrait d'incrédulité et d'émerveillement. Tu as survécu. Tu as été en vie tout ce temps. La digue d'une vie de solitude, de questions, de sentiment d'être totalement à la dérive, se rompit enfin. Des sanglots secouèrent le corps d'Hélène. Pas des larmes de tristesse, mais d'un soulagement écrasant, bouleversant. Elle n'était pas orpheline. Elle n'était personne. Elle n'était pas Hélène Renaud, la fille de l'assistance publique. Elle était Anastasia Dubois. Elle avait un nom. Elle avait une histoire. Elle avait un frère. Sébastien s'agenouilla devant elle, ses propres larmes coulant enfin librement. Il ne la toucha pas. Pas encore. Il la laissa simplement le voir, laissa la vérité s'installer entre eux dans la petite chambre stérile. Je t'ai cherché, s'étrangla-t-il. Pendant des années, j'ai espéré. Mais ils m'ont dit d'arrêter. Ils m'ont dit que tu étais parti.
Elle le regarda à travers ses larmes, cet étranger puissant et riche qui était incroyablement sa famille. J'ai toujours eu l'impression qu'une partie de moi manquait, murmura-t-elle. Maintenant, je sais pourquoi. Dans le calme du refuge de l'espoir, loin du monde des restaurants scintillants et des conseils d'administration, un frère et une sœur séparés par la tragédie et le temps se retrouvèrent enfin. La boussole, après une vie passée à tourner, avait enfin pointé vers le nord. Elle avait pointé vers la maison. La petite chambre du refuge de l'espoir, qui quelques instants auparavant semblait être le dernier chapitre de la vie d'Hélène Renaud, était maintenant le lieu de naissance d'Anastasia Dubois. L'air était chargé de la réalité impossible de tout cela. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Sébastien resta agenouillé devant elle, son regard fixé sur son visage comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse s'il clignait des yeux. Anastasia. Le nom semblait encore étranger, un vêtement fait pour quelqu'un d'autre. Elle serrait la photographie dans une main et le pendentif dans l'autre, ces deux morceaux d'histoire tangible, les seuls points fixes dans un univers qui venait de s'effondrer et de se reconstruire en quelques minutes. Finalement, Sébastien se leva, ses mouvements lents et délibérés. Il n'était plus le milliardaire froid et autoritaire. Il était simplement un homme à qui l'on avait rendu une partie de son âme, un homme qui réapprenait à respirer après 22 ans d'apnée. « On ne peut pas rester ici, dit-il, sa voix douce, comme s'il parlait à un oiseau effarouché. Laisse-moi te ramener à la maison. » Le mot « maison » produisit une note discordante dans l'esprit d'Anastasia. La maison avait été une série de chambres temporaires, de familles d'accueil et d'appartements exigus. Le concept d'un vrai foyer, d'un lieu d'appartenance, était une fantaisie abstraite, un mot lu dans des livres sur des vies qui n'étaient pas la sienne. Elle baissa les yeux sur son sac à dos usé contenant la totalité de ses biens terrestres, un assemblage hétéroclite de vêtements de seconde main et de souvenirs sans valeur monétaire. Puis elle regarda l'homme devant elle, dans son costume parfaitement taillé qui coûtait probablement plus cher que ce qu'elle avait gagné en un an. Le gouffre entre leurs deux mondes était un abîme vertigineux. Je ne sais pas, balbutia-t-elle, ressentant une soudaine et écrasante envie de fuir. Tout était trop vite. C'était un conte de fées si improbable qu'il en devenait terrifiant. Elle avait peur de se réveiller et de se retrouver seule à nouveau, la douleur de la perte encore plus vive après avoir goûté à un tel espoir. Sébastien comprit instantanément. Il vit la panique dans ses yeux, la façon dont elle se recroquevillait sur elle-même. Il devait ancrer cette situation, la rendre réelle, mais pas terrifiante. Il ne pouvait pas la brusquer. D'accord. Une étape à la fois, dit-il, sa voix calme et rassurante, celle d'un frère aîné se souvenant instinctivement comment apaiser sa petite sœur. D'abord, sortons d'ici. Tu n'as rien à décider. Tu n'as rien à faire. Laisse-moi juste m'assurer que tu es en sécurité. S'il te plaît, Anastasia. L'entendre prononcer à nouveau son nom, ce nom qui était le sien, provoqua un frisson en elle. C'était réel. Elle plongea son regard dans le sien, ses yeux, et ne vit pas un étranger, mais le garçon de la photographie, un écho de famille qui transcendait les années et la richesse. Elle fit un petit signe de tête tremblant, un acte de foi dans un monde qui ne lui en avait jamais donné l'occasion. Sébastien passa un unique et bref appel téléphonique. Marc, amène la voiture devant le refuge de l'espoir sur la rue Westmulan. Fais en sorte qu'une équipe de sécurité nettoie la zone et maintienne une distance discrète. Pas de presse, personne ne s'approche. Et annule tout mon emploi du temps pour la semaine prochaine. En sortant du foyer, Anastasia sentit le regard de la réceptionniste sur elle. L'expression de la femme était un mélange de pure stupéfaction et de curiosité, alors qu'elle regardait la jeune femme qui s'était enregistrée une heure plus tôt, démunie et vaincue, partir maintenant avec le tristement célèbre Sébastien Dubois, une figure aussi lointaine et mythique pour les gens ordinaires qu'un dieu grec. Dès qu'ils franchirent la porte, l'abîme entre leurs mondes devint aveuglément apparent. Une Audi A8 noire et élégante, silencieuse et imposante, attendait près du trottoir. Un homme à l'allure professionnelle, Marc, tenait la portière arrière ouverte. Anastasia hésita, serrant la sangle de son sac à dos comme une bouée de sauvetage. C'était une voiture qu'elle n'avait vue que dans les films, un symbole d'un pouvoir et d'une richesse si extrême qu'il semblait irréel. C'était comme monter à bord d'un vaisseau spatial pour une autre planète. Sébastien posa doucement une main sur son coude, un contact léger mais incroyablement rassurant. « Ça va » murmura-t-il. « Je suis juste là. » Elle se glissa sur l'intérieur en cuir souple, la portière se refermant avec un bruit sourd, doux et solide qui isola les sons de la ville, créant une bulle de silence et de luxe. La voiture sentait le cuir et la richesse discrète. Sébastien monta à côté d'elle, et le véhicule s'éloigna du trottoir avec une grâce douce et silencieuse. Anastasia regarda la façade terne du refuge de l'espoir s'éloigner,
le dernier vestige de son ancienne vie disparaissant dans le rétroviseur comme un rêve fiévreux qui s'estompe au matin. Ils roulèrent en silence pendant un moment, les lumières de la ville filant derrière les vitres teintées. Anastasia regardait dehors, observant le monde qu'elle connaissait, les arrêts de bus, les restaurants bon marché, les laveries automatiques, depuis l'intérieur d'une bulle de luxe impossible. C'était une expérience de dissociation, comme si elle regardait un film de sa propre vie. « Où allons-nous » demanda-t-elle finalement, sa voix à peine un murmure. « Ah, chez moi » répondit Sébastien. Il se reprit rapidement. « Notre maison, pour l'instant. C'est calme. C'est privé. Personne ne t'y dérangera. » Il marqua une pause, puis ajouta, sa voix se chargeant d'une émotion qu'il peinait à contenir. « Il y a des choses que j'ai gardées. Des choses qui appartenaient à nos parents. Des photographies. Ta chambre, je ne l'ai jamais changée. » L'idée d'une chambre intacte depuis 22 ans, attendant un fantôme, fit déferler une nouvelle vague d'émotions en elle. Ce n'était pas seulement une chambre, c'était un sanctuaire de l'espoir, la preuve tangible qu'une partie de lui ne l'avait jamais abandonné. Quand ils arrivèrent au garage souterrain privé de son immeuble, il la conduisit à un ascenseur privé. Il s'ouvrit directement sur son appartement, un espace tentaculaire et à couper le souffle fait de verre, d'acier et d'art minimaliste. La ville entière scintillait en dessous d'eux comme un tapis de diamants éparpillés. C'était d'une beauté à glacer le sang, mais c'était aussi froid, vaste et terriblement solitaire. Anastasia se sentit comme un moineau dans une cathédrale, perdue et insignifiante. « Je sais que ça fait beaucoup, » dit Sébastien, sentant son malaise. « Il y a une aile pour les invités. C'est plus confortable, moins austère. J'ai demandé au personnel de la préparer pour toi. Des vêtements propres, tout ce dont tu as besoin. J'ai mon sac à dos, » dit-elle, le soulevant légèrement, un bouclier pathétique contre cette nouvelle réalité écrasante. Une expression peinée traversa le visage de Sébastien. « Bien sûr, » dit-il rapidement. Il ne la pousserait pas. Il la conduisit à une suite de pièces plus grandes que n'importe quel appartement dans lequel elle avait jamais vécu, avec un lit moelleux, une salle de bain privée remplie de produits luxueux et une fenêtre avec la même vue imprenable. « Repose-toi, » dit-il depuis le seuil. « Nous pourrons parler quand tu seras prête. Ou nous n'y sommes pas obligés. Contente-toi de te reposer. » Il partit, fermant doucement la porte derrière lui. Anastasia resta au centre de la pièce, son sac à dos toujours en bandoulière. Elle s'approcha de la fenêtre et posa sa main contre le verre froid, le contact la ramenant à la réalité. Elle était là, dans ce palais dans le ciel, mais elle ne s'était jamais sentie aussi perdue. Elle n'était plus Hélène Renaud, mais elle ne savait pas encore comment être Anastasia Dubois. Plus tard dans la soirée, après une longue douche où elle laissa l'eau chaude laver la crasse de la semaine passée et peut-être une partie de la fatigue de toute une vie, elle trouva Sébastien dans un grand bureau. La pièce était tapissée de livres du sol au plafond, l'odeur du vieux papier et du cuir se mêlant à l'air conditionné. Il fixait un document encadré au mur, une carte. « C'est une carte marine de la zone où le bateau a coulé », dit-il sans se retourner, sa voix résonnant dans le silence de la pièce. « J'ai passé des années à l'étudier avec des experts, cherchant un courant différent, une possibilité différente, n'importe quoi pour expliquer comment ils auraient pu te manquer. » Il se tourna vers elle. Il avait troqué son costume pour un simple pull en cachemire gris, paraissant plus jeune et moins formidable, presque accessible. « Ils m'ont dit que tu étais parti, » dit-il, la voix brute. « Un pédopsychiatre m'a dit que j'avais inventé un souvenir de ta survie pour faire face au traumatisme. Pendant des années, je me suis laissé les croire. C'était plus facile que l'espoir, qui était atroce. Chaque anniversaire, chaque fête de famille manquée, était un rappel de ce que j'avais perdu, et l'espoir ne faisait qu'aiguiser la douleur. Je ne me souviens de rien, » avoua Anastasia, sa voix à peine un murmure. C'était la vérité la plus crue et la plus frustrante de sa vie. « J'ai des rêves parfois. De l'eau. Une couleur, un bleu profond et effrayant. Une sensation de froid glacial. Et une chanson. Une berceuse. C'est tout. Des fragments sans signification que j'ai appris à ignorer. » Les yeux de Sébastien s'emplirent de larmes. « Maman te chantait une berceuse tous les soirs. Sur une étoile d'argent qui veillait sur toi. » Les pièces étaient éparpillées, mais elles commençaient à s'emboîter, formant une mosaïque douloureuse et magnifique de leur passé perdu. Ils passèrent l'heure suivante à parler, remplissant les vastes espaces vides de leur histoire commune, un travail d'archéologie émotionnelle. Il parla de leurs parents, de leur maison d'enfance au bord du lac, de sa vie solitaire après l'accident, de la façon dont le chagrin l'avait transformé en un homme motivé uniquement par le succès, comme si amasser une fortune pouvait combler le vide en lui. Elle parla du flou des foyers d'accueil, du sentiment constant d'être une étrangère, de l'indépendance féroce qu'elle avait dû cultiver pour survivre dans un monde qui ne lui avait jamais fait de cadeaux.
Chaque mot qu'elle prononçait était pour lui un coup de poignard, une image vivante de la vie difficile qu'elle avait endurée pendant qu'il construisait son empire. Alors qu'elle parlait de son licenciement, de l'humiliation et de la fausse accusation, l'expression de Sébastien se durcit. Le frère réconfortant fut momentanément remplacé par le PDG impitoyable. Il prit son téléphone. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle, un peu alarmée par le changement soudain de son attitude. « Je règle une affaire en suspens, » dit-il, sa voix plate et froide. Il composa un numéro. « Passez-moi Jonathan Bernard » ordonna-t-il sans préambule. Un instant plus tard, « Bernard, c'est Dubois. Votre carrière dans l'hôtellerie est terminée. Vous serez licencié d'ici demain matin. Si jamais vous travaillez à nouveau dans cette ville, à quelque titre que ce soit, j'acquérai personnellement l'entreprise qui vous embauchera et je liquiderai votre poste. Au revoir. » Il raccrocha. Anastasia était abasourdie par le pouvoir absolu et désinvolte de sa voix. C'était une force de la nature, capable de remodeler la vie de quelqu'un avec quelques mots. « Et Madame Delacroix » demanda-t-elle, le nom ayant un goût amer. « Elle est un problème plus complexe, » dit Sébastien, la mâchoire serrée. « Elle a commis une fraude. Elle vous a piégé. Elle mérite d'être en prison. » Il regarda Anastasia, son expression s'adoucissant. « Mais son sort n'est pas ma décision. C'est la tienne. Dis-moi ce que tu veux qu'il lui arrive, et ce sera fait. » Anastasia réfléchit longuement. Son premier instinct fut la colère, un désir de vengeance contre la femme qui l'avait humiliée et poussée au bord du gouffre. Elle voulait voir cette femme arrogante perdre tout ce qu'elle chérissait. Mais ensuite, elle pensa à la terreur abjecte sur le visage de Béatrice dans le bureau de son frère, une femme dont le monde s'écroulait. Anastasia avait vécu toute sa vie sans pouvoir. Elle ne voulait pas que son premier acte de pouvoir soit un acte de pure destruction. « Je ne veux pas qu'elle aille en prison, » dit-elle finalement, se surprenant elle-même. « Je veux qu'elle paie. Je veux que chaque euro qu'elle a essayé d'escroquer au restaurant soit donné au refuge de l'espoir. Je veux qu'elle vende ses faux bijoux et ses vrais vêtements et qu'elle donne aussi cet argent. Et je veux qu'elle travaille. Je veux qu'elle soit bénévole à la soupe populaire du refuge pendant 1 an. Je veux qu'elle voie à quoi ressemble le vrai désespoir. » Sébastien la fixa, un lent sourire se dessinant sur son visage. C'était la première fois qu'elle le voyait vraiment sourire, un sourire qui atteignait ses yeux et effaçait des années de tristesse. Dans sa décision, il ne vit pas de la faiblesse, mais une force et une compassion qui avaient survécu à tout. Il vit le cœur de la sœur dont il se souvenait. « Considérez que c'est fait, » dit-il. Il se dirigea ensuite vers un coffre-fort caché derrière un tableau et en sortit une petite boîte recouverte de velours. Il l'ouvrit. À l'intérieur, nichée sur un lit de soie bleu foncé, se trouvait une lourde chevalière en argent. Elle était gravée de la même rose des vents que son pendentif. « Celle de père, » dit-il. Il les a fait faire en ensemble. Une pour lui, une pour toi. Il la prit et montra l'intérieur de l'anneau. La même devise y était gravée, Atastra per aspera. Il la tint à côté de son pendentif, qu'elle avait posé sur le bureau. Les 2 pièces d'argent, séparées pendant 22 ans, étaient enfin réunies. Frère et sœur. Lauren et Anastasia. La boussole et la bague. Pour la première fois, en regardant les 2 objets ensemble dans le luxe tranquille du bureau, cela semblait complètement, indéniablement réel. « Bienvenue à la maison, Anastasia » dit Sébastien, la voix chargée d'émotion. Et pour la première fois, elle ne tressaillit pas au mot. Elle était à la maison. L'histoire d'Anastasia, passant d'un licenciement humiliant à des retrouvailles incroyables, est un témoignage stupéfiant du pouvoir de l'espoir et des fils incassables du destin qui peuvent nous relier même à travers des décennies de séparation. Son voyage des profondeurs du désespoir, s'accrochant à un simple pendentif en argent, à la découverte stupéfiante de sa véritable identité et à l'étreinte du frère qui n'avait jamais vraiment cessé de chercher, nous rappelle que notre passé n'est jamais vraiment perdu. Et que la justice, parfois, trouve un chemin. C'est un rappel puissant que même dans nos moments les plus sombres, un miracle pourrait nous attendre juste au coin de la rue, déclenché par le plus petit des indices, une lueur d'argent dans l'obscurité.